Victoria Whitmore était assise immobile à la table 12, observant l'horloge comme si elle comptait son humiliation. 37 minutes. Son vin s'était éventé, son repas intact. Le dernier message de Marcus disait simplement en route avant de devenir silencieux. Elle se leva, serrant son manteau, se forçant à paraître calme jusqu'à ce qu'une voix douce à côté d'elle perce le silence. « Excusez-moi, voudriez-vous partager la table ?» Elle leva les yeux et vit un père célibataire protégeant la main de sa fille comme s'il protégeait le monde entier. La journée avait été brutale même avant le restaurant. Victoria avait passé 6 heures dans une salle de réunion en guerre. Le conseil exécutif la poussait à signer un accord de développement qui lui retournait l'estomac. Racheter un quartier résidentiel à des prix dérisoires. Déplacer des familles qui y vivaient depuis des générations. Ériger des condos de luxe qui resteraient vides comme investissement. Les chiffres fonctionnaient. L'optique non. Elle avait quitté cette réunion en sentant qu'elle avait besoin de se rappeler ce que c'était d'être humaine, pas juste une signature sur des papiers d'acquisition. C'est pourquoi elle avait accepté de rencontrer Marcus Reed ce soir. Il avait été présenté par des relations communes comme quelqu'un qui comprenait son monde, quelqu'un qui pouvait gérer la pression de sortir avec une femme dont le visage apparaissait dans des magazines financiers. Quelqu'un, disait-il, qui la voyait comme plus qu'un trophée ou une opportunité d'affaires. Le restaurant qu'elle avait choisi était délibéré. Pas de paparazzi campant dehors. Pas d'associé d'affaires qui pourrait interrompre avec des discussions de fusion. Juste un endroit italien familial dans un quartier calme. Le genre d'endroit où les gens normaux venaient pour des anniversaires et des dîners d'anniversaire. Elle voulait, pour une fois, se sentir comme l'une d'eux. Marcus avait suggéré un endroit plus chic, mais elle avait insisté. Elle aurait dû le savoir alors. 10 minutes après, le premier message arriva. Embouteillage sur le pont. Elle hocha la tête pour elle-même, commanda de l'eau, étudia le menu qu'elle connaissait déjà par cœur. 20 minutes après, un autre message. Accident causant des retards. Le serveur s'était approché 2 fois, demandant gentiment si elle voulait commander un apéritif en attendant. Elle refusa, sourire crispé, consciente des regards des autres tables. À 30 minutes, elle le vit. Pas un message sur la circulation ou les accidents, mais une story sur les réseaux sociaux de quelqu'un qu'elle connaissait vaguement. Il y avait Marcus, clairement visible en arrière-plan d'un bar du centre-ville, verre à la main, riant avec un groupe qu'elle ne reconnaissait pas. Le timestamp indiquait 18 minutes plus tôt. Elle avait fixé son téléphone, une compréhension froide s'installant en elle. Ce n'était pas la circulation. C'était un test, ou pire, juste de l'indifférence. Elle était réussie, puissante, riche, et apparemment encore quelqu'un qu'on pouvait laisser attendre à une table comme si elle ne comptait pas. La honte brûlait plus fort que la colère. Elle pouvait acheter ce restaurant. Elle pouvait acheter tout le bloc, mais elle ne pouvait pas acheter la seule chose qu'elle voulait ce soir, ne pas être seule. Victoria commença à rassembler ses affaires, l'esprit déjà en train de composer une sortie calme et digne. Elle laisserait de l'argent sur la table pour le vin qu'elle n'avait pas bu, sortirait la tête haute, et demain Marcus recevrait un message d'une seule ligne disant qu'elle n'était plus intéressée. Propre, professionnelle, totalement vide. C'est alors qu'elle entendit la voix. De l'autre côté du restaurant, Henry Carter comptait les billets de son portefeuille avec la précision prudente qui parlait de trop de mois où chaque dollar comptait. Sa fille Emma était assise en face de lui, 8 ans, et l'observait avec des yeux qui voyaient tout. Henry avait reçu un email de rejet ce matin-là. Le poste à l'usine de fabrication qu'il pensait sûr, celui qui aurait signifié une assurance maladie et peut-être même une chance d'épargner pour l'avenir d'Emma. Ils avaient choisi quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec un diplôme, disait-il, même si Henry pouvait réparer tout ce qu'on lui mettait devant et avait 15 ans d'expérience pour le prouver. Emma lui avait demandé cet après-midi, d'une voix petite, s'il pouvait sortir dîner, juste une fois, comme maman le faisait. Et Henry, qui était sur le point de suggérer des sandwichs au parc, avait regardé le visage plein d'espoir de sa fille et n'avait pas pu dire non. Le restaurant n'était pas chic, mais il n'était pas bon marché non plus. Il l'avait choisi parce qu'il était près de l'arrêt de bus, parce qu'il était sûr, parce que le menu en ligne montrait des prix qu'il pouvait juste gérer s'il était prudent. Un repas pour Emma, un pour lui, peut-être un petit dessert à partager si elle finissait ses légumes. Il observait Emma maintenant alors qu'elle étudiait le menu avec une sérieuse exagérée, son doigt traçant les mots qu'elle apprenait encore à lire. Elle portait sa plus belle robe, la bleue avec des fleurs qui devenaient trop petites,
mais qu'elle refusait d'abandonner. Ses cheveux étaient tirés en queue de cheval qu'il avait appris à faire grâce à des tutoriels en ligne. Pas parfait, mais assez net. Henri avait commandé l'entrée la moins chère, sourit quand le serveur apporta du pain, et pliait soigneusement sa serviette en forme de grue en papier pour faire rire Emma. C'étaient les moments pour lesquels il vivait, les petites poches de joie qu'il pouvait encore lui donner, même quand tout le reste semblait s'effondrer. C'est alors qu'Emma regarda au-delà de lui et son expression changea. « Papa » murmura-t-elle. « Cette dame là-bas est toute seule. Est-ce que quelqu'un l'a laissée ?» Henri suivit le regard de sa fille jusqu'à la table 12 où une femme en manteau coûteux était assise seule, téléphone éteint sur la table, fixant le vide. Même de cette distance, il pouvait voir la tension dans ses épaules. La façon dont elles se tenaient ensemble par pure volonté. « Ne fixe pas, ma chérie », dit Henri doucement, mais il ne pouvait pas détourner le regard non plus. Il y avait quelque chose dans la posture de la femme qu'il reconnaissait. Le type spécifique de solitude qui venait d'être laissé derrière. Il l'avait ressenti lui-même 2 ans plus tôt quand la mère d'Emma était partie. Quand il avait dû expliquer à une enfant de 6 ans que parfois les gens partent, et ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Emma tira sur sa manche. Elle a l'air triste. Elle l'avait. Et soudain, Henri pensa à toutes les fois où quelqu'un lui avait montré de la gentillesse quand il en avait le plus besoin. Les voisins qui avaient apporté des courses quand il avait perdu son emploi. L'enseignante qui était restée tard pour aider Emma à lire. L'étranger à la laverie qui lui avait donné des pièces quand la machine avait mangé son dernier dollar. Leur table avait 2 sièges vides. C'était une petite chose, peut-être une chose indésirable, mais se lever et s'en aller semblait pire que le risque d'embarras. Henri repoussa sa chaise avant de pouvoir y réfléchir trop. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Il marcha quelques pas jusqu'à la table 12, le cœur battant, douloureusement conscient de ses bottes de travail usées et du poignet effiloché de sa veste. Victoria tendait la main vers son sac quand une ombre tomba sur sa table. Elle leva les yeux, ses murs défensifs déjà en place, s'attendant au serveur avec une autre offre de pitié pour prendre sa commande. Au lieu de cela, elle se trouva face à un homme d'environ son âge, peut-être un peu plus vieux, avec des yeux gentils et des mains calleuses serrées nerveusement devant lui. Derrière lui se tenait une petite fille qui jetait un œil autour de ses jambes avec une curiosité non filtrée. « Excusez-moi » dit l'homme, voix calme et respectueuse. « Je ne veux pas m'imposer, mais si vous n'attendez personne, notre table a de la place en plus. Vous êtes la bienvenue pour nous rejoindre si vous voulez. » Le premier instinct de Victoria fut un refus automatique. Elle n'avait pas besoin de charité. Elle n'avait pas besoin de pitié d'étrangers. Les mots « je vais bien » se formaient déjà quand la petite fille s'avança. « Vous aviez l'air seul » dit Emma avec la honnêteté dévastatrice que seuls les enfants possèdent. « Vous pouvez vous asseoir avec nous. Nous célébrons. » Emma, dit Henri doucement, mais il n'y avait pas de réprimande dedans. Victoria regarda entre eux. L'homme ne la lorgnait pas ou n'essayait pas de l'impressionner. Il n'y avait pas d'agenda sur son visage, pas de calcul. Et l'enfant, elle regardait Victoria comme si elle était juste une autre personne qui pourrait avoir besoin de gentillesse, pas une PDG ou un rendez-vous raté ou quoi que ce soit d'autre que quelqu'un assis seul. Quand était la dernière fois que quelqu'un l'avait regardé comme ça? Qu'est-ce que vous célébrez? Entendit Victoria se demander. Emma rayonna. Papa m'a emmené dîner juste comme ça. Quelque chose se brisa dans la poitrine de Victoria. Elle jeta un œil à leur table, vit les repas modestes, la façon prudente dont tout était arrangé. Ce n'était pas une famille avec de l'argent à dépenser. C'était un père qui étirait son budget pour faire sourire sa fille. Et il lui offrait une place quand même. J'aimerais ça, dit Victoria, se surprenant elle-même. Merci. Le soulagement d'Henri était visible. Il aida à porter son verre de vin. Emma babillant tout du long sur comment elle n'avait jamais partagé une table avec un étranger avant et n'était-ce pas excitant. Victoria se trouva s'installer sur une chaise légèrement bancale à une table légèrement trop petite, se sentant plus réelle qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Je m'appelle Henri » dit l'homme une fois installé. « Voici Emma. » Victoria. Elle faillit ajouter son nom de famille, puis s'arrêta. Ce soir, elle était juste Victoria. Le serveur apparut confus mais accommodant, ajustant leur commande et apportant un couvert supplémentaire. Emma narra ses choix de menu avec des détails élaborés. Elle prenait du poulet parmesan parce qu'il y avait du fromage et du poulet et de la sauce tout ensemble.
Et n'était-ce pas parfait? Victoria se trouva en train d'acquiescer que c'était en effet parfait. Qu'est-ce que vous faites, Victoria? Demanda Henri. La petite conversation polie d'étranger. Elle hésita. La vérité changerait tout. Ça le faisait toujours. Je travaille dans un bureau, dit-elle enfin. Beaucoup de réunions, beaucoup de décisions. Et vous? Je répare des choses, répondit Henri. Équipements, systèmes électriques, tout ce qui tombe en panne. Je fais de la maintenance principalement. Papa peut réparer n'importe quoi, annonça Emma fièrement. Il a réparé mon vélo et le grille-pain et l'évier de Madame Patterson. On dirait que vous êtes bon dans ce que vous faites, dit Victoria à Henri et le pensait. Il haussa les épaules, mal à l'aise avec les compliments. Je fais de mon mieux. La conversation coula plus facilement qu'elle n'aurait dû. Emma demanda à Victoria si elle avait une famille, et Victoria se trouva en train d'admettre qu'elle n'en avait pas. Pas vraiment. Ses parents étaient vivants, mais distants. Ses frères et sœurs pris dans leur propre vie. Emma, avec la logique d'un enfant, déclara que Victoria pouvait être leur amie alors, et les amis étaient un peu comme la famille. Victoria observa Henri couper la meilleure portion de son poulet et la glisser dans l'assiette d'Emma sans un mot, gardant le plus petit morceau pour lui. Elle le regarda plier sa serviette en forme de plus en plus élaborée pour faire rire sa fille. Elle le regarda écouter l'histoire décousue d'Emma sur sa journée à l'école avec le type d'attention qui suggérait que rien d'autre au monde ne comptait plus. Quand était la dernière fois que quelqu'un lui avait accordé de l'attention comme ça? Pas à Victoria Whitmore, PDG. Juste à elle. Est-ce que vous avez déjà l'impression que les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir? Demanda Victoria soudainement, le vin la rendant audacieuse, comme s'ils vous regardent et ont déjà décidé qui vous êtes. Henri fut silencieux un moment. Tous les jours, dit-il enfin. Les gens regardent mes vêtements de travail et pensent connaître toute mon histoire. Mais ils ne connaissent pas Emma. Ils ne connaissent pas les choses qui comptent vraiment. Vous attendiez quelqu'un, dit Emma, reliant les points avec la directivité d'un enfant. Est-ce qu'ils ne sont pas venus? Emma? C'est personnel, commença Henri, mais Victoria secoua la tête. Non, c'est ok. Oui, j'attendais quelqu'un. Il n'est pas venu. C'est méchant. Emma prononça avec finalité. Vous êtes gentille. Il aurait dû venir. Victoria sentit des larmes piquer ses yeux et les cligna fort. Merci, Emma. Le téléphone d'Henri vibra. Il y jeta un œil, puis à Victoria. Je suis désolé, dit-il doucement. Ça a dû faire mal. C'était la reconnaissance la plus simple. Pas de platitude sur comment elle méritait mieux ou comment c'était sa perte. Juste la reconnaissance que oui, ça faisait mal et d'une certaine façon, ça le rendait supportable. La pire partie, se trouva Victoria en train de dire, c'est de se sentir stupide d'avoir espéré. Elle s'arrêta, choquée par sa propre honnêteté. Elle ne parlait jamais comme ça. Ne montrait jamais de vulnérabilité. Mais il y avait quelque chose à cette table, ces gens, qui rendaient son armure habituelle inutile. C'est alors que son téléphone s'alluma avec un appel vidéo. Le nom de Marcus clignota sur l'écran. Victoria le fixa pendant 3 sonneries avant de répondre. Son visage remplit l'écran. Le bruit de fond de musique et de rire évident derrière lui. « Et bébé, dit-il, mot légèrement pâteux. Désolé pour ce soir. J'ai eu un petit accident. J'ai dû m'occuper de la voiture. Tu es dans un bar. Dit Victoria platement. Quoi? Non, c'est juste je peux te voir, Marcus. Je peux entendre la musique. Tu n'es pas à l'hôpital ou sur le bord de la route. Tu es dans un bar du centre-ville. Son expression changea. Pris. Écoute, quelque chose est venu. Réseautage d'affaires. Tu comprends comment c'est. Je comprends parfaitement. La voix de Victoria pouvait geler l'acier. Ne m'appelle plus. Elle mit fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre, posa son téléphone face contre la table. Ses mains tremblaient. Emma et Henri restèrent assis en silence prudent. Puis Emma tendit la main et tapota la main de Victoria avec des doigts collants d'enfant. Au moins, vous n'êtes pas seule maintenant, dit-elle simplement. Victoria regarda cette petite fille, l'étrangère qui lui avait montré plus de gentillesse en 1 heure que Marcus en des mois. Non, dit-elle doucement.
Je ne suis pas seul maintenant. Henri ne posa pas de questions, ne la pressa pas. Il poussa juste tranquillement un verre d'eau plus près d'elle et changea de sujet pour quelque chose de plus léger. Ils terminèrent leur repas en parlant de petites choses. Les matières préférées d'Emma à l'école, les réparations dont Henri était le plus fier. La confession de Victoria qu'elle n'avait jamais appris à faire du vélo. Emma insista que c'était une tragédie qui devait être réparée immédiatement, ce qui les fit tous rire. Quand l'addition arriva, Victoria tendit la main vers son sac. « S'il vous plaît, laissez-moi. »« Non, » dit Henri fermement mais gentiment. « Merci. »« Mais non. Je suis celle qui a intrusé dans votre célébration, » protesta Victoria. « Vous n'avez pas intrusé. Vous nous avez rejoints. » Le sourire d'Henri était doux. « Et honnêtement, vous avoir ici ce soir, vous avez rendu Emma heureuse. Ça vaut plus que de partager une addition. » Victoria comprit. Ce n'était pas une question d'argent ou de qui pouvait se permettre quoi. C'était une question de dignité, de Henri pouvant subvenir à sa fille et partager quelque chose avec une étrangère sans que ça devienne une transaction. Elle recula, respectant cette limite. « Alors merci pour la place à votre table. J'en avais plus besoin que je ne le savais. »« Quand vous voulez, » dit Henri, et on aurait dit qu'il le pensait. Ils sortirent ensemble dans l'air frais du soir. Le parking était presque vide. Les lampadaires jetant de longues ombres. Henri et Emma se dirigeaient vers l'arrêt de bus. La voiture de Victoria était garée en solitaire près de l'entrée. « Serez-vous OK pour rentrer chez vous ?» demanda Henri, pensant toujours aux autres en premier. « Je serai bien, » assura Victoria. Elle s'accroupit au niveau d'Emma. « Merci d'avoir partagé ton papa avec moi ce soir. Tu as beaucoup de chance de l'avoir. » « Je sais, » dit Emma sérieusement. Puis elle serra Victoria rapidement, farouchement avant qu'Henri ne puisse lui dire de ne pas serrer les étrangers. Victoria se trouva en train de serrer en retour, respirant l'odeur de shampoing pour enfants et d'innocence. Ils n'échangèrent pas de numéros, ne firent pas de promesse de rester en contact. C'était juste un moment, cristallisé et parfait, et puis ils partirent chacun de leur côté. Henri et Emma disparurent dans l'abri de bus. Victoria resta assise dans sa voiture un long moment avant de démarrer le moteur. Elle se souviendrait de cette nuit, la table usée, la grue en papier qu'Henri avait laissée derrière, la façon dont le rire d'Emma avait sonné comme de l'espoir, la question qui l'avait sauvée de se noyer dans l'humiliation. Voudriez-vous partager la table ? 2 semaines plus tard, Victoria se tenait dans son bureau exécutif au 60e étage au-dessus de la ville, revoyant le projet de déplacement résidentiel une dernière fois avant l'inspection du site. La paperasse était impeccable. L'équipe juridique avait couvert tous les angles. Les projections de profit étaient stupéfiantes. Tout ce qu'elle avait à faire était de se présenter, de marcher dans le quartier prévu pour la démolition, et d'autoriser la phase finale. Son assistante, Rachel, apparut dans l'encadrement de la porte. La voiture est prête quand vous l'êtes. Le gestionnaire du site est déjà là avec l'équipe complète. Victoria hocha la tête, rassemblant sa tablette et son manteau. Allons-y. Le quartier était plus vieux qu'elle ne l'avait réalisé des photos aériennes. Des arbres bordaient les rues malgré l'infrastructure négligée. Des jouets d'enfants parsemaient les petites cours. Quelqu'un avait peint une murale sur le côté d'un magasin de quartier. Ce n'était pas juste des bâtiments sur un bilan. C'étaient des maisons. Le gestionnaire du site, Bernie Haye, la rencontra avec le genre de sourire obséquieux qui faisait frissonner Victoria. Madame Whitmore. Plaisir comme toujours. Nous avons préparé la visite complète. Je pense que vous serez impressionné par la fluidité de la phase d'acquisition. Ils marchèrent à travers plusieurs bâtiments prévus pour la première vague de démolition. Bernie pointa les violations de code et les problèmes structurels avec une joie à peine dissimulée. Chaque problème une autre justification pour tout démolir. Victoria prit des notes, maintint son attitude professionnelle, essaya de ne pas penser aux familles qui seraient déplacées. Puis ils entrèrent dans un bâtiment où des travaux de rénovation étaient en cours. Des réparations temporaires pour le garder habitable jusqu'à la date de démolition. Bernie était au milieu d'une phrase sur les problèmes électriques quand Victoria entendit une voix familière. « Je vous ai dit 3 fois que le problème n'est pas le panneau. Quelqu'un a contourné la protection contre les défauts de terre. C'est ce qui cause les pannes intermittentes. »
and it's just not the same. I played it before. Like it can be fun sometimes, but I feel like the aiming is just hard. Like going from Valorant to CS, the whole inertia shit is just it's so different. Like, I feel like I can't aim or kill anyone. I'm just like, ugh. I also like have an issue where I feel like I can't see people in CS. Like they all look the same and they blend in with the walls and stuff, so I'm just like I don't know who or where they are to shoot at. I'm just gonna shoot at anything I see. I'm like, bruh, what you mean by that? Like they like you know how in Valorant they have outlines for enemies? They don't have that in CS, and You're done. Like, they blend in with the walls. They literally just look like the walls. Like the graphics quality, I guess, is what it is. That it's kind of hard for me to get used to. What's up, my Chinese Viet ABG? What's up, Sufray? Dominating. How are you? Gong Hei Fat Choi. Chúc mừng năm mới to everyone. That's tomorrow. But... Also, I have a pretty good GPU. Like, it's I don't know. I guess it's just because of the new OLED I got. My GPU can't really handle it. But I don't understand why Streamlabs can handle it, but not OBS. Oh my god. I think it has something to do with the fact that your GPU has its own set of RAM. When that guy was telling us that like your GPU didn't have space, it was because that RAM was being taken out. Too bad. Yeah, I don't know. Like the fact that I stream it right now is really fun is kind of crazy. Like I think 3060s are only 8 gigabytes. CS would be fire right now, low key. Bro, but I haven't played Valorant in a week. My Valorant itching is like calling to me. I'm down to play it, not today. Did your hair get lighter? No, it didn't. I dyed my hair like almost a month ago. I'm good. I think it might be the lighting, but on stream it always looks like this. So that's probably why. I miss you too. Are you ready to win or what? So, I feel on OBS as administrator. We've done everything, Obsession. Like, I wish that, like, all the effort that we put into fixing my stream, like, helped, but it You know what's funny? I think if you streamed in 720 on OBS, it would work. 10 kills remaining. I don't like streaming 720 though, because, like, I'm very Dominating. particular. I feel like I would know, like, I do notice the difference between 720 and 1080. Well, you're streaming 720 right now. Yeah, I know, and I noticed the difference. Got 3. Okay, I do feel laggy, but I don't know if it's my frames or if it's my internet or if it's, I don't know. Not your frame. New GPU time? I'm kidding. Well, I'm not kidding. I would love a new GPU, honestly. Fuck it, new GPU. 140! Dominating. T-play. Okay, but imagine I buy a new expensive GPU and that shit just does not work. Like, imagine. Dude, that person wasn't even standing on the floor, no? 5 kills remaining. They're like floating in the air. A new GPU. It would? It would, yeah. But my GPU not even bad. I got a new mouse, I got a new monitor. Okay, time for a new GPU, I guess. Next. No. 1 kill remaining. Especially, it's because she's playing on an OLED. So, like the RAM that's dedicated on the GPU doesn't have space when you're trying to stream the game in 1080 and run an OLED at 2K. Who plays Valorant on an OLED? Psh, couldn't be me. Like, who does that? That's not normal. What? Like, what kind of person?
I also wouldn't know anything about like all of these tech issues. I'm not gonna lie. Like I'm here. I learned OBS stream stuff all by myself. Like if I didn't have Future to help me look for stuff, I would have just fucking given up or switched to Streamlabs sooner, or I don't know. It does suck though. I really like OBS. I'm a trader, moved on to the competitor. Streamlabs, boo. Okay, but also I didn't know does 720 look bad to everyone? And also does my camera quality look bad to everyone? Because I logged on and I said, why the fuck does my camera quality look so shit? But like nothing's changed. I'm Ascendant 2. Oh my god, are we back? We're so back. Hi, Howie. Doxed. I'm just kidding. Happy Ted. Chukbang namoy. Mind blown. Ascendant 2. Boosted. 720 isn't that bad. Yeah, that's what. Okay, I say that too, but like, I'm like very particular. I'm a Virgo. I'm a perfectionist. So like if it's not the highest that I can do or it can look slightly better, then I'm like, fuck. I don't like the way it looks. I can see the little blurs and stuff like that, and I think it's freaking ugly and just not cool looking. Yes, Ray. Yes. Oh. Let's see. Let me pull up my own stream. Look what it looks like. Also, I put grips on Match my mouse. found. They have grips now because my hands get sweaty. And at first, I didn't want to put it on because I thought I'd have sensory issues with it and I wouldn't like it. But after, it's not that bad. And I think I need it because my hands get so sweaty. So I was like, fuck, I guess I'll do it. I was just like scared that it was gonna feel weird, and then when I take it off, it was gonna leave this sticky residue. So then I got scared to do that first. So I've been just over here playing with a rag and like, you know, grabbing it and like wiping my hands off and then going back. So I was like, oh my god. Dude, actually saved? Yeah, okay. But I've never gotten sweaty hands before. It wasn't until the tournament. I tell everyone this. It was perfectly fine until I played in that tournament. It like awoken some sort of like sweat glands in my body for whenever I get nervous. But like I play regularly and I don't get nervous and my hands are still sweaty. But the tournament I was nervous and then like my hands are sweaty, so that was normal. But now I'm playing regular and everything is just my hands are sweating. I don't understand why. Reloading. I'm out of here. The grips sound nice. No, they're actually really nice. I don't know. I don't even know what type of material it is. It's not silicone, but it's like silicone and felt out of body. I don't know. Wait, I'm just not gonna break that. Reloading. Woo! Nick, get out of here. Oh. TDM was wrong. I haven't played in like a week. I have to play the TDMs. Come on. Like, have you noticed a difference when playing? I'm not gonna lie. Enemy kill. I put the grips on, played a TDM, and then I went on my trip. So I haven't really had enough time to like say that there's a difference, but Back to out. when I was playing, I do feel a difference. It feels grippier. Get out. What it's supposed to do. I do feel like sticky. Well, not sticky, but I feel like I'm not slipping, I guess. It's doing its role of being a grip. Reloading. But yeah, we will find out. Also, I think I lied. My frames kind of are ass. I'm like 100. Still inside.
little laggy. Hey! Reloading. Gotta go. Damn it. Wait, is it because My ult's ready. 240?